24 heures. D'abord, ce coup de filet. Ce coup de filet, Europol, donc c'est l'Interpol européen, c'est 12 pays. 12 pays, 12 services de police européens qui ont joint leurs efforts et qui ont frappé simultanément. Perquisition, arrestation, un suspect en France qui a été arrêté, 7 mandats d'arrêt qui ont été émis, mais alors 7 mandats d'arrêt, sur les 7, il y en a 6 qui sont actuellement planqués en Russie. Donc, on va voir si on retrouve leurs traces un jour. Je vous parle des hackers pro-Poutine, les pirates informatiques, spécialistes de la déstabilisation. Ce sont les soldats de la guerre asymétrique. Ils ont pris sans doute aujourd'hui un coup derrière la nuque. D'abord, les faits avec les indispensables d'Hugo Barbieux. Bonsoir Hugo. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quel est ce réseau de hackers ? Bien, No Name 05716, c'est le nom de ce réseau criminel. Il est apparu il y a 3 ans, quelques semaines à peine après l'invasion de l'Ukraine. Au départ, c'est un collectif de soutien à la Russie sur la messagerie Telegram. Ses membres déclarent vouloir mener des actions pro-Kremlin. Les 15 administrateurs du groupe recrutaient des aspirants hackers sur les réseaux sociaux et des forums de jeux vidéo. Au total, 4000 sympathisants et surtout 400 pirates actifs rémunérés en crypto-monnaie pour lancer ces attaques. Et fait étonnant, un kit d'attaque avec toutes sortes de ressources techniques était disponible publiquement en téléchargement libre sur une plateforme bien connue des développeurs informatiques. Cela signifie, David, que tout le monde pouvaient devenir hackers. Quelles sont leurs cibles ? Eh bien, par ces attaques, No Name 05716 vise des services clés, des alliés de l'Ukraine, des agences gouvernementales, des entreprises de transport, des banques, des fournisseurs d'électricité, même des usines d'armement. Au total, quelques 74 000 opérations de piratage dans le monde en 3 ans, et notamment en France, qui a subi 2200 attaques. Le site de l'Assemblée nationale, totalement inaccessible en mars 2023, mais aussi celui de la RATP. Il revendique même avoir infiltré l'intranet de l'entreprise Naval Group. L'Allemagne, autre grand soutien de l'Ukraine, a également été victime de 14 vagues d'attaques, certaines ayant duré plusieurs jours. Citons encore le Canada, où le site du Premier ministre Justin Trudeau a été attaqué, le Parlement finlandais, le service public polonais ou encore le secteur bancaire danois. Ils ont tous été frappés. Pour quelle efficacité ? Le groupe criminel a surtout un pouvoir de nuisance pour faire valoir leurs revendications politiques. Mais à aucun moment, ils n'ont réussi à mettre en danger la souveraineté ou l'économie d'un État. Alors comment est-ce qu'ils menaient leurs attaques ? Alors, sans entrer dans le jargon très technique de l'informatique, David, il faut voir ça comme une attaque de zombies. Un hacker principal met au point un virus. Ce virus infecte des ordinateurs, des téléphones, des serveurs. Le logiciel pirate autonome infecte à son tour d'autres ordinateurs et ainsi de suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le créateur du virus garde le contrôle et peut ainsi coordonner une attaque massive depuis tous les ordinateurs infectés. Résultat, les services web visés sont assaillis de requêtes, les serveurs surchauffent et finissent par planter. Et c'est donc une vaste opération de police internationale qui a permis de démasquer ces pirates. Oui David, c'est une coopération de 12 pays, dont la France, l'Allemagne, la Suède, l'Italie entre autres, avec le concours des États-Unis qui a permis de remonter la piste des hackers. L'opération nommée Eastwood a abattu le groupe activiste No Name 05716. Plusieurs opérations ont eu lieu dans tous ces pays. 2 personnes arrêtées, une en France, une en Espagne. 24 perquisitions ont été menées au domicile des affiliés du groupe. En France, l'une d'entre elles a permis de recueillir des indices. Ils sont en cours d'analyse, indique le parquet de Paris. L'Allemagne a quant à elle émis 6 mandats d'arrêt contre des suspects résidant en Russie. Voici leur portrait. Ils sont en haut de la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europe. 2 d'entre eux sont d'ailleurs accusés d'être les principaux instigateurs des activités de ce réseau criminel. Et enfin, dernier fait d'armes majeur, les enquêteurs ont permis d'identifier le réseau des serveurs pirates éparpillés un petit peu partout dans le monde et de les mettre hors d'état de nuire. Merci beaucoup Hugo pour toutes ces précisions. Les services de police, les autorités, les différentes autorités n'ont pas expliqué pourquoi ils avaient nommé l'opération Eastwood. On n'a pas eu. Peut-être pour Clint Eastwood, je ne sais pas. Peut-être pour Clint Eastwood. Est-ce que vous le savez ? Vous pensez que c'est pour ça, Patrick ? Je ne sais pas, mais ça y ressemble. Possible. Ça y ressemble. C'est pas mal. Pas mal. Bon, Patrick, qu'est-ce que vous pensez de cette... Est-ce que ça porte un coup dur
aux soldats de la guerre asymétrique, ou bien est-ce que les 6, par exemple, qui sont cachés en Russie, vont se réorganiser en 5 minutes? C'est ce qu'on craint, parce qu'en fait, des serveurs, ce qui est intéressant, ce serait de savoir si ces serveurs sont effectivement physiques, c'est-à-dire qu'ils ont bien été placés aux États-Unis et tout, et que c'était le relais, effectivement, pour... de ce que j'ai pu lire, c'est quoi? Ils bombardent un site, en fait, avec de toutes parts, et tout le monde se demande qu'est-ce qui arrive. Alors, tout simplement parce que les 2 ou 3 sites initiaux en Russie, ils vont chercher des serveurs relais, 2 ou 3 en cascade, et comme ça, d'un coup, vous avez eu un ensemble de serveurs qui attaquent un site donné. Donc, non, mais c'est inadmissible. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y en a beaucoup de hackers, et je suis très heureux qu'on montre ça, parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que disait le général Thierry Burkhardt. Voilà un type de menace. Encore, ceux-là n'ont peut-être pas fait trop de dégâts, mais quand on voit que certains hôpitaux ont été bloqués, qu'on a pillé des informations sur des patients, qu'il y a des ransomware presque tous les jours. C'est-à-dire des logiciels de rançonnage. Exactement. Ils bloquent un site et ils disent si vous ne payez pas, vous payez en crypto-monnaie. Alors, je ne sais pas si eux ont été jusque-là, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est bien de faire un coup d'arrêt et il en faut d'autres. Et alors, ces gens-là, on a vu les visages de ceux qui font l'objet d'un mandat d'arrêt. On sait dire qu'ils travaillent pour Poutine. Est-ce qu'on est capable de l'affirmer? Très difficile à démontrer pour l'instant, en tout cas, aucune personne ne l'affirme. Mais effectivement, ils sont russes, ils sont en Russie. Est-ce que le FSB s'est contenté de les laisser faire, ou ce qui fait partie aussi du modus operandi des services russes, ils en ont recruté quelques-uns et ensuite, allez hop, vous allez activer les autres, vous allez recruter, on va vous guider et vous allez lancer. Surtout que l'attaque commence en mars 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine. Bon, cela veut dire une chose, les Russes, voyant qu'ils échouaient dans l'invasion de l'Ukraine, s'organisent en urgence des hackers et lancent tout cela. On lance tout ce dispositif pour gêner, puisque ce sont surtout des attaques de type DOS, attaques par déni de service, sur les sites occidentaux, des pays qui sont soutien de l'Ukraine. Attaques de type DOS, donc ce sont des attaques qui visent à saturer. C'est ça. Et le site est inaccessible. Et donc, ça rend le service informatique en question inaccessible. Donc, en fait, c'est la question que je voulais vous poser. J'arrive tout de suite, Marc. L'objectif, parce qu'on a le sentiment que ça génère un peu de la nuisance, en quelque sorte, mais pas forcément des coûts capables de nous mettre ils n'ont pas bloqué notre système bancaire, quoi. Vous voyez, l'économie française n'a pas été mise à l'arrêt. Donc ce sont des petites nuisances comme ça, mais ça sert à quoi pour les Russes? À faire preuve à montrer, regarder ce que nous pouvons faire, mais surtout, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, quand vous faites une attaque même de type DOS par déni de service, vous voyez quand même quelles sont les failles, et toute la question est de savoir ce que les Russes ensuite en font, quels rétextes ils en font, et qu'est-ce qu'ils utilisent ensuite. Retour d'expérience. Oui, indispensable, pour éventuellement taper plus fort la prochaine fois. Nous parlons de ce groupe qui a fait des attaques par type DOS. D'autres groupes ont fait des attaques beaucoup plus fouillées. Je crois me souvenir qu'une entreprise de téléphonie ukrainienne avait perdu des données assez massives sur ses utilisateurs. Ça aide d'étudier justement le fonctionnement des systèmes informatiques occidentaux. Bon, alors, c'est vrai que Patrick Dutart nous disait à l'instant que le général Burkhardt, chef d'état-major des armées, là, dans sa conférence de presse, en a parlé tout à l'heure. On l'écoute ensemble et vous commentez, Isabelle et Marc. On écoute. J'estime que la Russie, probablement de par sa mentalité, mais aussi de par les moyens qu'elle a aujourd'hui à sa disposition, se positionne plus souvent en puissance de nuisance plutôt qu'en puissance de construction. La Russie développe vraiment une capacité de nuisance et elle le fait très très bien. Marc. Oui, il dit le mot capacité de nuisance. Ouais. Mais justement, le problème de ce genre d'attaque, et en ça cette histoire est exemplaire, c'est la question de l'attribution. C'est-à-dire, est-ce que ces hackers étaient vivent en Russie, avec tolérés par le FSB, voire encouragés en sous-main, ou est-ce que c'est réellement une stratégie du régime? Alors, on peut ne pas avoir de doute en la matière, mais il y a cette question de l'attribution. Et le second problème que ça pose, parce qu'effectivement, le général parlait du pouvoir de nuisance, les effets de ces attaques massives, avec saturation d'un certain nombre de serveurs, etc., et pillage de données ne sont quand même pas abyssales, c'est comment on répond et à quel niveau. Et surtout, la question, mais qui est propre à tous ces éléments de la guerre hybride, c'est à partir de quel moment on considère
qu'il y a véritablement un seuil à partir duquel il faut riposter d'une façon beaucoup plus forte. Alors est-ce que c'est simplement l'ampleur de la catastrophe, le blocage de la ville, le fait qu'il y ait des morts, pas des morts, etc. Mais ça pose tous ces problèmes, effectivement, de la guerre, de cette guerre avant la guerre dont parle le général Burkhardt. Isabelle ? Oui, alors, Russie, puissance de nuisance, c'est dit en des termes assez diplomatiques, parce qu'en fait, on a déjà depuis longtemps passé, en fait, la Russie, puissance de nuisance, est devenue une Russie complètement hostile vis-à-vis de l'Europe, et notamment vis-à-vis de la France. Ces opérations de cyberattaque qu'on voit, elles sont pas récentes. Enfin, je veux dire, elles se sont amplifiées depuis février 2022, depuis l'invasion de l'Ukraine, mais elles préexistaient à cette invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que la Russie, en fait, dans sa guerre contre l'Union européenne et dans son projet impérialiste, a intégré ce type de guerre hybride. Et à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à plein de choses. Et notamment, ça sert à affaiblir les sociétés. Quand la Russie amplifie cette rumeur totalement abracadabrantesque selon laquelle Brigitte Macron est un homme, parce que la Russie a fait ça, ça crée en fait un doute chez une partie des Français, ceux qui sont dans les réseaux complotistes, ceux qui ne sont pas forcément très bien informés. Et à la fin, quand on a des dizaines d'actions de ce type, à la fin, il y a une espèce de confusion entre le mensonge et la vérité. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qui est le mensonge et la vérité. Donc les sociétés sont extrêmement fragilisées. Et en fait, c'est l'objectif de Vladimir Poutine d'affaiblir les démocraties européennes libérales. Et Isabelle, les démocraties répondent-elles du berger à la bergère ? Non. Ou bien est-ce que nous l'interdisons ? Non, alors justement, maintenant on commence à réagir, mais c'est très compliqué. Vous voyez la cyberguerre, ce type d'acte de cyberguerre, c'est un petit peu comme les prises d'otages. On en est victime. Mais on n'ose pas faire le contraire. Ah oui. Là, avec l'Iran, ce qu'on devrait faire normalement, c'est rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, et prendre 2 otages iraniens pour pouvoir les échanger. Ensuite, on échange. Et pour pouvoir les échanger. Mais on ne peut pas faire ça. On est des démocraties, c'est contre le droit international. Nous perdrions notre identité même. Voilà, on a eu ce type d'interrogation, alors moins forte, mais pendant très longtemps, les armées ne communiquaient que sur le côté défensif, en fait, de toute la partie cyber. Aujourd'hui, c'est plus assumé. Et il se passe forcément des choses en sous-main. On fait de l'offensif. Patrick ? On fait de l'offensif. On ne le dit pas, mais on en fait. Oui, on fait de l'offensif. Mais c'est bien que vous abordiez ce sujet parce que l'opération qui a été la plus dangereuse, la plus coûteuse en Occident, vous vous souvenez de laquelle il s'agit ? C'est celle de la mise à jour de nuit d'un dispositif de protection, mise à jour d'un logiciel dans la nuit, de manière tout à fait normale, mais qui a bloqué le nombre de serveurs d'aéroports absolument incroyable. Ça a bloqué des lignes électriques, ça a bloqué... C'était incroyablement, extrêmement coûteux et dangereux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on a des systèmes, il ne faut pas mettre tous les œufs dans un même panier. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant. Parfois, on a plus de danger dans nos propres systèmes de mise à jour que d'une attaque extérieure. Donc en fait, les deux, évidemment, coexistent. Il faut être très vigilant, mais surtout ne pas dépendre que d'un seul logiciel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais ça avait coûté une fortune. Et alors, vous voyez, on voit que les Russes, pardon Isabelle, on voit que les Russes n'hésitent pas à avoir recours à des hackers. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on a vu un peu le profil de ceux qui font objet d'un mandat d'arrêt, c'est-à-dire se tourner vers des personnes qui ne sont pas habituellement, je dirais, dans les réseaux peut-être de Saint-Cyr ou de nos grandes écoles. Alors, est-ce que... Non, si vous allez là, les hackers de Poutine, je veux dire, il va chercher des gens qui ne sont pas forcément dans les élites habituelles du pouvoir politico-militaire. Oui. Est-ce que nous, on fait pareil ? Alors, je vais vous dire que les attaques qui sont faites actuellement en Occident et par certains organismes russes sont beaucoup plus subtiles. Parce que celles-là, elles sont assez grossières. Ah oui. La subtilité, c'est de mettre des espions et qui remontent les informations sans que vous en rendiez compte. Ah oui. Alors ça, c'est extrêmement dangereux et ça, tout le monde joue à ça en ce moment.
Moi, justement, j'avais regardé le profil de l'un des organisateurs, Mikhail Bourlakov, et en cherchant sur lui, je découvre qu'il travaille, en fait, que c'est un professeur agrégé, à ma grande surprise, à la chaire de sécurité des systèmes d'information de l'université de Samara. C'est-à-dire que c'est un universitaire, à ma grande surprise, qui... les photos correspondent, hein, parce que j'ai fait des recherches en russe, même photo sur le mandat d'arrêt que celle que je trouve officiellement. Donc là, vous avez quand même un profil d'une personne qui, officiellement, apprend en défensif. Duquel vous parlez là? Bourlakov, celui de deuxième en partant à la droite. Voilà. Et c'est un... Micro et chemise. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc vous avez quand même un profil assez... j'étais un peu surpris de tomber sur ce profil. Isabelle, vous vouliez ajouter quelque chose à l'instant? Non, je dis qu'en Russie, il y a aussi des espions dans les universités qui travaillent pour le Kremlin. Donc il y a absolument zéro surprise pour moi pour ce type de choses. Ce que je voulais ajouter, c'est tout à l'heure vous disiez, c'est des petits trucs comme ça. Non, regardez, on n'a pas encore les résultats, ils ne sont pas encore tombés, mais l'Espagne et le Portugal, il y a 3 mois, qui ont une panne d'électricité majeure. On peut se retrouver demain... Oui, mais attendez, on ne sait pas si c'était l'objet d'un... C'est pour ça que je vous ai dit, on n'a pas les résultats. Mais le doute persiste. La piste n'est pas écartée. Je veux dire, les dégâts cyber peuvent être absolument catastrophiques. On peut on peut avoir toute l'électricité de tous les hôpitaux français coupés. Vous imaginez ce que ça fait en termes de dégâts humains? Donc, en fait, ça peut aller très très loin. C'est une guerre qui est invisible parce qu'en fait, elle ne tue pas. En tout cas, elle ne tue pas pour l'instant. Directement. Donc, mais elle ne tue pas directement. Elle ne tue pas directement. Mais elle tue indirectement. Elle peut tuer indirectement. Elle peut être absolument, vraiment terrible. Marc? Non, c'est juste la question, c'est le même problème, par exemple, qui se pose dans la guerre informationnelle. Comment répondre? C'est-à-dire, jusqu'ici, par exemple, on s'interdit de répondre par des fake news. Bien sûr. Parce que c'est pas nous, quoi. On doit être crédible. Bien sûr. Donc on peut faire de la contre-information, montrer que c'est un mensonge, une manip, etc. Mais nous, on n'inventera pas des fake news. Enfin, Trump, lui, il y va. Hein. Ça y est. Voilà. C'est ça le problème. C'est encore l'Occident, non? Voilà, c'est encore l'Occident. Bon. Mais vous voyez, vous disiez, pour la riposte, moi je me souviens par exemple des Israéliens, en termes de cyber-offensive, Stuxnet, le virus 2007. Voilà. 2007. Il avait fait prendre plusieurs années de retard au programme nucléaire iranien. Voilà. C'était spectaculaire comme attaque informatique. Vous pouvez raconter pour ceux qui nous regardent? Oui, donc en 2007, un virus a été introduit dans les centrifugeuses iraniennes, je crois via un Russe en fait qui travaillait à Boucher, sur le circuit fermé. Le circuit fermé, donc la centrale nucléaire de Boucher qui est gérée par les Russes. Et en fait, c'était un virus qui avait été produit par les États-Unis et Israël et qui a endommagé les centrifugeuses iraniennes et le programme nucléaire iranien de manière spectaculaire. C'est-à-dire que sans doute beaucoup plus que les bombardements de la guerre de 12 jours. Et qui était signé, parce qu'au bout du bout, il y avait